Bon, on va y aller. Alors, je vais vous parler des animations React.js, des animations en React.js ou avec React.js. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est parce qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué de lier l'animation avec React, qu'on vu un petit peu comment ça se passait. Parce qu'il y en a qui font du React ici, qui ont fait du React, super. 2, ok. 3, 4, voilà. Ok, non mais vous allez voir en fait, c'est quand même, je rentre pas dans le détail de React, mais j'explique en fait pourquoi c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc sur le sommaire en fait, on va avoir des animations avec CSS et JavaScript. Donc du coup, je refais un petit récap de ce que sont les animations en CSS et JavaScript. Je fais un petit comparatif. Ensuite, j'explique quel type d'animation on peut faire avec du React.js. Derrière, je fais 3 démos. Alors, c'était infini le nombre de démos que j'aurais pu faire. C'était difficile, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai essayé de comparer, mais en fait, il y a quand même plein d'intégrations différentes. Je finis par parler un petit peu du React Native, mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail, donc j'ai expliqué pourquoi en termes de performance, il faut y faire attention. Et après, je mets quelques libs et quelques liens. Quelques libs parce qu'il y a aujourd'hui, on va peut-être pas refaire les choses de zéro, il existe des librairies. Et à la fin, quelques liens qui m'ont permis de réaliser cette présentation. Donc voilà, donc, pour les animations en CSS JavaScript, globalement, on a 2 approches, donc vous pouvez les voir ici, on a le Request Animation Frame et Transition Animation. Alors pour ceux qui bidouillent un peu dans le client, dans le navigateur, sur la gauche c'est du JavaScript, sur la droite c'est du CSS, transition et animation en fait sont des propriétés, et sont les propriétés aujourd'hui qui sont les plus utilisées pour faire l'animation. Voilà, on peut faire autre chose, on peut aller un peu plus loin, mais là globalement c'est ce qu'on a besoin en CSS. Et en JavaScript, c'est Request Animation Frame. Alors après, je ferai un petit retour arrière pour savoir ce qu'était l'animation avant le Request Animation Frame. Globalement, sur les deux, CSS JavaScript, les performances se valent. Voilà. Ça paraît peut-être bizarre, mais en fait, le JavaScript, c'est le navigateur qui va gérer l'aspect performance, c'est lui qui va gérer le rafraîchissement de la page, parce que vous avez vu le côté client par rapport au back-end. Nous, on a de la peinture à faire côté client. À chaque fois, on va mettre des boîtes avec un petit peu de couleur. Donc là, ce qui est important de faire quand on fait des animations, c'est que tout ça, ça bouge, donc il faut que ça soit fluide, il ne faut pas que ça abîme l'expérience d'utilisateur. Donc les 2 approches se valent, parce que dans le CSS, les animations sont simplifiées et elles sont gérées par le navigateur. Donc là, je vois rafraîchissement de l'écran géré par le navigateur, alors que côté JavaScript, on doit gérer cette animation, c'est-à-dire on doit gérer le rafraîchissement, mais on est aidé par cette fonction qui en fait intervient à un moment précis. Donc elle a été mise en place, déjà elle porte son nom, un Request Animation Frame, on veut une animation pour une image. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc voilà, donc, le plus pour le CSS, c'est que en fait le CSS nous intègre déjà ce qu'on appelle des fonctions, les timing functions là. Donc c'est des fonctions pour donner attendez, j'ai des notes. Mais pour donner quel type d'animation on pourra avoir. Donc on a les animations linéaires, vous avez eu le bâton, enfin un petit carré pour avancer de manière linéaire, on a des cubiques Bézier, on a des is, donc en gros c'est des fonctions qui nous permettent en fonction du temps et d'une courbe, donc un calcul de courbe, de jouer l'animation. Elles sont déjà intégrées dans le CSS, donc elles sont déjà en place. Pour JavaScript, on va devoir les intégrer. Donc l'avantage de CSS, c'est aussi ça, c'est de pouvoir aller plus vite sur ces manipulations. Alors lui, JS n'a pas de limite, on a 2 approches pour pouvoir le faire, on a le DOM et le Canva, et on peut même faire les 2. Globalement, l'approche est assez différente, enfin la gestion est assez différente, mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le DOM. Le DOM parce qu'on va aller sur du React.js, et React.js, c'est une librairie qui manipule le DOM, donc le DOM pour Document Object Model. Alors, mais comment bien maîtriser son animation sans altérer l'expérience d'utilisateur? Donc c'est là où je vais rentrer un petit peu dans le détail. Il y a 2 notions clés à retenir pour maîtriser l'animation. On a l'event loop et le render queue. L'event loop, c'est une loupe, comme ça le dit, c'est la loupe qui permet de faire le rendu de l'animation. Et le render queue, c'est la partie de cette loupe qui va gérer la peinture, qui va gérer l'affichage sur le navigateur. Donc vous allez voir que le JavaScript est géré d'une certaine manière. Alors, ça, ce sont les deux concepts à maîtriser. Voilà. Donc, ici, j'ai une image que j'ai prise sur Internet. Vous avez la source en bas. C'est l'event loop. Donc, on voit une loupe. On voit en dessous écrit 60 images par seconde. Donc, on sait que 60 images vont être manipulées en 1 seconde. Par contre, on voit autour de cette boucle, on voit deux petites billes à gauche, une rouge et une orange. Ça, ce sont des actions. Donc, c'est le JavaScript qui le déclenche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une fonction qui est actionnée sur JavaScript, elle est interceptée et cette fonction va être combinée. Donc une fonction peut en appeler une autre, peut en appeler une autre, peut en appeler une autre. Ça s'appelle un call stack.
Je ne veux pas aller trop loin, mais juste pour vous donner un petit peu vous dire ce qui se passe. Et dans ces fonctions qui sont appelées dans JavaScript, ces fonctions peuvent déclencher une peinture, un rafraîchissement de l'écran. Ce déclenchement se fait uniquement quand on touche le DOM. C'est-à-dire que si on vient manipuler le DOM ou on vient manipuler une propriété du CSS directement. Donc là, ce que vous voyez, alors, on manipule les propriétés du CSS généralement par le DOM, mais là, vous voyez style recalculate, c'est quand un CSS va s'animer par lui-même. Et il va redéclencher ces 3 étapes. Donc le render queue, c'est l'étape que vous voyez en haut. En fait, c'est principalement le layout, le paint et le composite. Je vais essayer de brièvement donner une description de ce que c'est. Mais voilà, donc à chaque fois qu'une action JavaScript est déclenchée et interagit avec le DOM, vous redéclenchez une repeinture, je ne sais pas comment on appelle ça un repaint en anglais, mais on va dire un redraw, moi c'est toujours en anglais, mais en français on va dire on va repeindre l'affichage, du coup on va pouvoir avoir notre animation. Et en fait c'est une loupe parce que généralement on les gère dans une boucle, comme dans un dessin animé, on anime les choses, quoi. Ici, on peut voir le call stack. Dans le call stack aussi, c'est une notion JavaScript qui est importante à maîtriser. Alors, elle est dans tous les cas, dans tous les langages de programmation. Dans JavaScript, elle est intéressante parce qu'en fait, elle donne l'impression d'avoir un langage multithread, alors qu'en fait, ce n'est qu'un single thread. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir qu'un seul stack qui va être animé, mais comme autour de cette boucle, et comme cette boucle est gérée de manière asynchrone, en fait, à n'importe quelle étape de cette boucle, on peut avoir un call stack qui est appelé. Donc on a l'impression que c'est du multithread, mais ça ne l'est pas. Parce qu'un stack va devoir s'exécuter avant de passer au prochain. Bon, une particularité, sauf pour ce qu'il y a dedans dans les petits carrés là-bas, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc ça c'est le render queue. C'est une des notions qui est hyper importante quand on commence à faire de l'animation sur du navigateur, mais même si on va au-delà de l'animation. Voilà ce qui se passe. Donc ici, dans le cas d'une animation JavaScript, on a une fonction qui va être requestAnimationFrame, qui va aller chercher le style qui est modifié et qui va redéclencher les 3 étapes qui suivent. Alors le layout, en fait, c'est la mise en forme, donc les espaces, les marges et compagnie. Donc sur les boîtes, vous imaginez une div avec des marges, des tailles, des hauteurs, des largeurs. Sur la peinture, c'est tout ce qui va être de couleurs, donc les backgrounds, les bordures, tout un tas de choses qui sont en liaison avec la couleur. Et après, le composite, c'est la superposition des couches. Donc en fait, c'est la dernière phase. Et une fois que tout ça s'est assemblé, c'est renvoyé au navigateur et c'est repeint. En fait, ce qui se passe à l'étape Paint, en fait, il y a une pixelisation. Comme en fait, on a la boîte, la mise en forme de la boîte et la couleur, on peut déjà pixeliser. Après, on va juste superposer les couches, quoi. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ça, du coup, quand on commence à faire de l'animation, c'est que du coup, on sait qu'il y a une loupe et on sait qu'à chaque fonction de cette loupe, il y a des actions qui vont être faites. Si cette action est lente, si elle est mal codée, en fait, elle va que retarder l'action, c'est-à-dire l'action qui en découle du stack. Et donc du coup, une frame, elle ne s'arrête pas, ou elle peut, en tout cas, elle peut être endommagée par un calcul qui est trop lent. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Et donc du coup, pour éviter ça, il faut déjà coder quelque chose d'assez soft. Donc il faut éviter d'avoir des calculs trop lourds pour chaque repaint. Mais surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, on peut sauter les étapes qui sont entre le recalculate style et le composite le composite. Entre ces étapes-là, si vous modifiez, vous voyez, tout à l'heure je vous disais que le layout, il va aller chercher le width, le height, le padding, le margin, donc tout ce qui est mis en forme. Le paint, il va aller chercher tout ce qui est colorisation. Et le dernier, c'est tout ce qui est superposition de calque. Si vous faites une transposition, vous utilisez transform, tout à l'heure c'était une des propriétés que je vous avais dit qui permet d'animer, en fait vous passez directement du recalculate style au composite. Et donc du coup vous sautez toutes les étapes de recalcul qui sont ici et qui sont très lourdes. Okay, donc voilà, je vais vous montrer après une petite démo, vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'est important de le savoir. Pour ceux peut-être qui ont déjà vu ce graphe, le render queue peut être aussi rappelé pixeling queue. Donc en gros, c'est l'étape de pixelisation. Voilà, c'est un concept important quand on traite du navigateur. Donc voilà, quel type d'animation avec React? Donc les animations JS, elles sont rarement implantées dans les composants React. Pourquoi? Parce que React a un cycle de vie. Donc un composant React va être créé, ajouté au document, et puis il peut être retiré. Et entre-temps, il va avoir d'autres cycles de vie sur le rafraîchissement. Mais en fait, il est difficile de manipuler un élément dans React parce que par rapport à ce cycle de vie qui en fait vit dans le virtual DOM, voilà, donc désolé, j'utilise des termes mais ça appartient au React,
aller modifier en fait cet élément va aller en concurrence avec la logique de React. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on verra après que React intègre ses propres moyens d'animation. Donc les animations en JS pur, plutôt à éviter ou alors monter en compétence dessus pour pouvoir les gérer. Ensuite on a les animations CSS, donc c'est évidemment recommandé. Ce qui se passe avec les animations CSS, c'est que du coup on aura une difficulté à voir, enfin même de manière native, difficulté à voir quand est-ce que l'animation commence et quand est-ce qu'elle se termine. Et en fait, si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'un élément React, à chaque fois qu'un état change, tout l'élément est régénéré. Et donc du coup, ça peut altérer en fait le comportement du CSS. C'est pas dans tous les cas de figure, mais ça peut être le cas. Et donc du coup, React.js est arrivé avec une librairie qui s'appelle React Transition Group. Donc cette librairie, qui est d'ailleurs privilégiée, qui est d'ailleurs même recommandée, parce qu'en fait elle intègre très bien les animations, surtout en CSS. Je vous ai mis la petite définition qui a été mise dans la documentation, c'est expose des composants simples et utiles pour définir les transactions d'entrée et de sortie. Donc vous définissez vos animations CSS, vous les ajoutez dans un composant React Transition Group, vous lui dites quand est-ce que le composant doit arriver et repartir, et à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir récupérer des événements de cycle de vie. Donc quand une animation est démarrée et quand une animation est terminée, vous pourrez avoir un callback, vous pourrez avoir un trigger qui vous permettra de mener une action par rapport à ça. Donc voilà, donc la librairie React Transition Group offre plus de contrôle sur l'intégration et le comportement des animations dans le cycle de vie des composants. Donc voilà, donc là j'ai créé une petite animation, petite fonction JavaScript, c'est la partie qui nous intéresse généralement. Donc c'est une fonction avec à l'intérieur une autre fonction. Et là j'utilise le Request Animation Frame. Alors le Request Animation Frame, si vous voulez comprendre pourquoi en fait ça... Peut-être refaire un pas arrière. Je crois que c'était... Non, je l'ai enlevé. Ici. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, le React Animation Frame s'appelle à chaque fois. Donc il se rappelle lui-même. C'est comme ce qu'on appelle un tail call. Donc c'est appeler une fonction à la fin d'une fonction. Elle se rappelle elle-même, sauf qu'en fait, la fonction, elle ne va pas être mise à n'importe quel endroit de l'event loop que vous aviez vu tout à l'heure. Elle va être mise ça va être la première fonction déclenchée au rafraîchissement de la frame. Ça veut dire que comme on démarre à l'étape 0 de la prochaine étape, okay, je crois que si on fait 60 images par seconde, ça vous fait quelque chose comme 16,7 ou je l'ai trouvé tout à l'heure. Donc vous avez 16,7 millisecondes pour pouvoir mener votre fonction, votre calcul. Et donc du coup, le Request Animation Frame se pose en premier lieu, gère son calcul et va pouvoir faire la peinture dans cette étape. Donc là, c'est ce que je fais. Ma fonction s'appelle une première fois, elle appelle la fonction draw et après dans la fonction draw, en fonction de l'état de la variable t, elle va continuer à s'appeler. Si elle est arrivée au bout, en gros, si elle est inférieure à 1, elle ne s'appelle plus. J'ai mis deux variantes à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous disais que si on utilisait translate ou transform, en fait, on skippait des étapes. Et vous allez voir la différence en fait, d'animation entre la ligne 7 et la ligne 9, la ligne 10, pardon. Donc voilà. Et donc ça, maintenant que j'ai cette petite anim.js, donc là, c'est comment je l'intègre dans du vanilla. Donc là, on a juste un document HTML avec à l'intérieur juste un script tag qui va avoir l'élément qu'on va animer. Donc je vais vous le montrer juste après. Je peux même vous le montrer maintenant s'il faut. Voilà. Donc je démarre, tout roule. La seule chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'était que si je libérais cette petite ligne et je commentais celle-là, vous allez voir que l'animation est saccadée, parce qu'en fait, elle demande... ah oui, non, effectivement, c'est carrément plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, j'ai effectivement fait une bêtise. Vous avez vu comment l'animation broute à la fin? Et en fait, c'est ce processus. C'est-à-dire que l'accumulation de fonctions, en fait, elle se cumule sur le stack et en fait, elle retarde l'animation. Et donc, du coup, vous avez un délai qui se fait sur le retour visuel. Alors que si on retourne, et en plus, j'ai accéléré le pas. C'est-à-dire que là, je fais 10 en 10, alors que sur l'autre, je suis de 1 en 1. Mais comme le rafraîchissement est beaucoup plus fluide, parce qu'il ne passe pas par toute l'étape de recalcul, et en fait, il est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est un petit hack pour comprendre le processus d'animation. Donc voilà, donc ça c'était l'intégration en Barebone JavaScript standard.
Ça, c'était ma petite lib. Et là, ici, je reprends. Ici, j'ai mon intégration avec React. Donc là, c'est l'intégration, je ne me suis pas foulé. Hein. J'ai intégré ça dans un DOM avec des script tags, des sources. On peut voir, en fait, la partie qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Donc, c'est la petite fonction box qui, elle, va avoir le cycle de vie. Donc là, je suis dans les hooks, pour ceux qui connaissent React. En fait, cette fonction, qui démarre à la ligne 15 jusqu'à la ligne 23, en fait, c'est un composant. Et le rendu visuel du composant, ça va être cette petite boîte-là. Alors du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise je déclenche la même animation, sauf que je le fais dans un use effect qui est en fait, pour ceux qui connaissent, qui est en fait ah tiens, j'ai oublié de mettre mon screenshot qui suit, c'est pas grave. Qui est en fait un petit peu qui nous dit que le composant est prêt. C'est-à-dire que le composant est prêt à démarrer, donc là l'animation se fait. Donc là, je vais vous montrer. Alors non, il va falloir que je ressorte. Voilà, donc avec React. Donc l'animation est exactement la même, sauf que ce qui ne va pas, c'est que maintenant, si j'évolue dans mon composant React, je commence à avoir des états, et bien là, je vais difficilement lier le comportement de mon animation avec mon composant React. Il est possible de le faire, rien n'est impossible, mais c'est juste que c'est difficile. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que la dernière intégration, alors du coup, je n'ai pas fait le screenshot, mais je vais vous le montrer directement en live. Elle est là, et elle intègre cette petite librairie qui s'appelle React Transition Group, qui à l'intérieur utilise le CSS Transition. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir gérer un état. Donc là, en fait, mon état, je le gère de la même manière. Au moment où mon composant est prêt, je vais dire que mon animation est prête. Donc je vais dire, je définis une booléane à active. À l'intérieur, je vais lui donner la durée de l'animation. Je lui passe une petite classe. Ça fait partie de l'API, ça permet en fait de générer des classes CSS derrière, que vous allez comprendre juste après. Et après, je me retrouve bien avec mon composant, mon élément que je souhaite afficher. Donc là, c'est ma petite boîte bleue. À l'intérieur de ça, ce qui va vraiment être important, c'est ça. Donc le box, c'est le nom qui va être précédé de Enter. Alors, je vais zoomer pour ceux qui ne voient pas. Du Enter. Et donc en fait, on commence par le nom, et ensuite, c'est précédé de l'événement. Donc là, c'est-à-dire que quand l'animation entre, elle démarre, et ben du coup, je lui joue une transition sur la gauche. Ouais, alors, je lui dis que le left est à 1000 pixels et que la transition, ça c'est une transition. Pour ceux qui connaissent un petit peu le CSS, c'est une animation qui dit anime cette propriété. Mais après, s'il y a un changement à faire, c'est sur le left, c'est sur la ligne 12 et pas sur les autres lignes. Donc voilà, et après, je lui dis le temps de démarrage de l'animation. Donc voilà, ou même la durée de l'animation, je ne sais plus. Donc voilà, c'est comme ça à peu près que ça se passe. Il y en a d'autres. Donc vous avez le enter, vous avez le exit. Vous avez l'heure ou quoi? Pas qu'on oublie les pizzas, 6h22. Ça, Jordan? Et donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est d'entrée. Et donc du coup, en fait, c'est beaucoup plus simple. Alors après, j'ai pas mis d'événement, j'aurais pu. Et globalement, si je devais set la booléane, je mets un bouton et le mettre set à true, et j'aurais pu faire jouer l'animation dans l'autre sens. Et j'aurais pu lui dire, si tu presses ce bouton, et ben tu la rejoues dans l'autre sens. Et en fait, vous arrivez à lier en fait l'animation CSS au comportement du JavaScript, ce qui est très intéressant parce que, vous profitez des performances du CSS qui sont gérées par le navigateur, et vous concentrez sur votre logique qui est côté React. Donc voilà pour la petite démo. Voilà, effectivement, j'avais oublié ça. Alors, quand on fait du React, effectivement, on a React côté navigateur. J'ai rajouté cette petite slide pour que vous compreniez ce qui se passe côté mobile. Donc, on a React aujourd'hui qui fonctionne sur du mobile. Donc, React Native, en fait, est une solution hybride. C'est une coquille qui permet au JavaScript d'envoyer des actions à votre application mobile. Donc, en fait, vous allez avoir quelque chose qui tourne dans le JavaScript et ce quelque chose va envoyer, en fonction de ce qui est attendu, des actions à ce qu'on appelle une vue. Donc vous avez dans votre Android ou dans votre iOS des vues, et il y a une interaction, il y a une communication qui se fait entre la vue et le JavaScript, qui est assez différent de ce qu'on connaît pour Ionic, où en fait dans Ionic vous avez juste une page web et c'est le JavaScript qui tourne, et s'il a besoin, il peut aussi parler à la vue, mais là on est beaucoup plus limité. Ok, alors dans le React Native, on n'a pas de CSS, donc on ne pourra pas profiter de ce React Transition Group. Donc là, on va se retrouver aussi avec quelque chose qui ressemble à du CSS, mais c'est juste un objet. Donc on va avoir toutes les propriétés du CSS qui sont interprétées en Pascal Case, enfin qui utilisent la nomenclature Pascal Case et qui pourront être envoyées aux composants. L'approche est assez différente, je ne vais pas m'étendre dessus.
La librairie Animated permet la création d'animations sur la base d'API déclaratives. Donc on a une vue, qui est le composant de représentation, et après derrière on a toutes les fonctions, toutes les méthodes en fait qui suivent. Donc on a le timing. Donc tout à l'heure je vous parlais d'un timing, c'était sur les fonctions. Je vous disais on peut faire une animation linéaire ou on peut faire une animation en Bézier, enfin en cubique. Et ben, du coup c'est possible de gérer, on peut faire des interpolations, on peut faire plein de choses. Et c'est cette API qui va gérer directement. Et donc là on va avoir une vraie représentation graphique. Enfin, une même représentation graphique, mais qui va être gérée, elle, par la couche native de l'outil. Les mises à jour des vues natives, et donc là, c'est pour refaire un petit clin d'œil à ce qu'on a vu au tout début. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un event loop, et il y a aussi une étape de peinture, de repaint. Dans le React Native, toutes ces actions sont gérées dans JavaScript, donc l'event loop est géré dans JavaScript, et une fois qu'il est prêt, il est envoyé à la vue. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'une fois que l'affichage est prêt, il est constitué à partir de JavaScript, il est envoyé à votre téléphone et il va être affiché directement du côté natif. Et donc du coup, par contre, alors là, c'est effectivement ça, c'est 16.7. Si le code JavaScript n'est pas prêt à temps, il va skipper la frame et du coup, il sera disponible qu'à la prochaine. Et donc du coup, on a ces mêmes événements saccadés que vous avez vus. Okay, si on est prêt à chaque rafraîchissement de frame, on sera bon. Si on saute, on a un décalage, et ben du coup, on crée ce décalage et on crée ce retard sur l'affichage. Donc à chaque itération des event loop, à la limite de fréquence qui est prévue là. Et ensuite, en dernier lieu, alors je l'ai mis, je ne suis pas encore très clair là-dessus, il faut que je creuse, l'API Animated calcule actuellement chaque image clé à la demande sur le thread JavaScript. Cependant, on peut dire au mobile de gérer cette animation côté vue. Et donc du coup, c'est à partir des composants qui sont déjà intégrés à React Native. Donc vous avez des fois des listes, et vous voulez faire le défilement des listes, et bien vous pouvez gérer des animations sur ces listes à partir du useNative driver qui en fait va optimiser et donc on va dire enlever la charge du calcul de rafraîchissement du JavaScript pour le mettre sur la vue. Donc en fait ce qu'il faut dire c'est qu'à un moment il y a un trade. Un trade c'est juste un cumul de fonctions, un stack, et donc du coup c'est prendre des fonctions d'un pour les mettre sur l'autre pour pouvoir équilibrer la charge de boulot. Donc voilà, donc sur les librairies, alors je ne voulais pas vous les montrer, effectivement il y a tout un tas de librairies, j'étais vraiment sur la base des animations. Allez pas coder vos animations vous-même, ça n'a pas un grand intérêt, il y a des superbes librairies qui existent et il y a des superbes vidéos qui présentent ces librairies. Donc vous avez Framer, vous avez React Spring, React Motion et Remotion. Et pour ceux qui veulent se documenter un petit peu sur les performances, voilà, ce sont des super liens pour aller creuser un petit peu, comprendre comment ça se passe. Là vous en avez un sur la loupe, vous avez le deuxième de FreeCodeCamp. Il est énorme, il explique, c'est une documentation, enfin, un article de 3 ou 4 pages qui explique exactement comment fonctionne le navigateur sur le rafraîchissement. Et donc voilà. Merci. Alors je pense que